donc des mailles cubiques comme celle-ci. Vous avez des mailles qu'on appelle des mailles, je ne sais plus, orthorhombiques, enfin, qui ont des formes plus ou moins particulières. Ce sont des parallélépipèdes, tous, mais voilà, la théorie qui permet de justifier ça n'est absolument pas votre programme, hein, parce qu'il y a une façon de prouver qu'il y a un nombre fini de mailles possibles pour faire un pavage de l'espace, comme je l'ai dit, en 3 dimensions. Et elles sont dans un nombre limité, c'est ce qu'on appelle les réseaux de Bravais. Il y en a 7 dans mon souvenir, je crois, 6 ou 7. Mais ça, vous n'avez absolument pas à savoir le faire. En gros, même la seule chose que vous avez à connaître, c'est la maille cubique face centrée, à savoir parfaitement la décrire. Et on va voir ensuite, avec les cristaux ioniques, aussi savoir donner une description de la maille. En fait, l'idée, c'est que quand on vous proposera le plus souvent d'étudier un solide, on vous dirait, bah voilà, il est cristallisé dans la maille cubique face centrée. Donc, première étape, vous la dessinez pour vous représenter les choses. Puis, deuxième étape, faire des petits calculs de coordinance, de masse volumique ou des choses dans ce genre-là. Voilà, c'est tout ce que vous aurez à savoir faire. Évidemment que c'est extrêmement restrictif par rapport à toutes les possibilités de mailles qui existent et tous les cristaux possibles. Mais ceux qui nous intéressent sont essentiellement des cristaux à maille cubique. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais a priori, vous n'avez pas à savoir dire quelle est la structure de la maille, d'autant que voilà, ce ne sont pas spécialement des mailles élémentaires, hein, ce sont des mailles qui juxtaposées, comme on l'a dit, permettent de décrire complètement le cristal, mais elles peuvent contenir, pour certaines, plusieurs atomes par maille. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les empilements? Est-ce que ça a été avec les vidéos, j'espère que tout le monde a eu le temps de regarder, parce que là, on va prendre la suite. Évidemment, je vais répondre à vos questions, mais ce que j'aimerais terminer là aujourd'hui, c'est les cristaux ioniques, de manière à pouvoir boucler les solides cristallins. Encore une fois, c'est un vaste domaine, mais dans lequel on va juste vous demander d'avoir une vision géométrique et sur quelques exemples très particuliers. Alors, j'espère qu'Adrien, oui, Adrien est là. J'espère qu'Adrien peut enregistrer. D'accord. Qui est-ce qui a parlé? C'est pas Maxime? Chloé, elle disait pour Maxime, alors c'est pour ça que je ne comprenais plus. D'accord. Sinon, pourquoi alors? Sinon, moi, je peux peut-être... non, j'allais dire, moi, je peux peut-être les mettre en ligne, mais non. Bon, on verra. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les cristaux, là, sur les calculs qui vous sont proposés dans le poly? Je fais défiler, mais je ne sais pas pourquoi faire en fait. Et si ce n'est pas le cas, donc j'attends vos questions sur les empilements compacts. Et sinon, on va passer voilà, aux applications peut-être. Alors les applications sont toutes simples, toutes assez élémentaire, mais on va essayer de donner les réponses. Vous n'aviez pas normalement, je crois pas, je vous avais pas mis les applications corrigées, donc on va essayer de voir soit ensemble, soit peut-être vous allez me donner les réponses que vous avez trouvées concernant le rayon atomique de l'argent et la masse volumique de l'argent. Donc, je vous attends pour la correction de cette application. Et puis après, on passera au site, aux alliages et aux cristaux ioniques. 1, 2, 1, 2, vous êtes là? Oui, oui. Oui, bon. Alors, le rayon atomique de l'argent, que vaut-il? Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes applications numériques, mais normalement, je dois les avoir quelque part. Allez, quelqu'un se lance? Alors, 144,5 picomètres pour Thomas, 144,5 picomètres pour Antoine. Ça m'avait l'air d'être, en tous les cas, ça convergeait.
Alors, que dire du rayon atomique de l'argent? Donc là, si on peut démarrer l'exercice ici, hein, c'est-à-dire que a priori, vous n'avez pas ce qui a été fait auparavant. Donc, que faut-il avoir en main pour pouvoir répondre à la première question? Eh bien, il faut savoir, comme je le disais à Elisa tout à l'heure, il faut savoir dessiner la structure cubique face centrée pour se faire un petit dessin de la maille. Hop, on part de là. Et donc, à partir du moment où on vous dit c'est une cubique face centrée, hop, vous devez être capable de dessiner ça. Donc, le cube, les atomes au sommet et au centre des faces. Et une fois que vous avez ça, vous devez pouvoir faire le lien. Donc, étant donné qu'on vous donne le paramètre de maille et qu'on vous demande le rayon atomique de l'argent, il faut se souvenir du lien. Enfin, c'est pas se souvenir du lien, c'est se souvenir surtout de où les sphères sont-elles en contact les unes avec les autres, puisque vous ferez toujours une vue éclatée. Donc la vue éclatée, elle est celle-ci. Maintenant, où y a-t-il contact? Il y a contact sur la diagonale du carré. Donc, à une fois que vous savez ça, et ben après, c'est de la géométrie. R plus 2R plus R égale la diagonale d'un carré de côté A racine de 2. 4R égale A racine de 2. Après, terminé. 4R égale A racine de 2. A égale 408,6 picomètres. Donc, si on fait A racine de 2 sur 4, on va tomber sur le 144,5 picomètres. D'accord? Donc, 10 moins 12 mètres pour les picots, hein, n'oubliez pas. Alors, ça, c'est fait, c'est assez rapide. Une fois que vous avez en tête, hein, et que vous êtes photographié, ça fait partie des connaissances que vous devez avoir, la maille cubique face centrée. Maintenant, pour avoir la deuxième question, c'était la masse volumique de l'argent. Allez, allons-y, lançons les paris, je vous attends. 2,62 kg par mètre cube. J'ai pas entendu le début, François, excusez-moi. 2,63 kg par mètre cube. 2,63 kg par mètre cube. Kg par mètre cube. C'est ça, François? Alors, vous pensez qu'un mètre cube d'argent, ça fait 2,63 kg. Ah non, désolé, j'ai mis une virgule sans place. Désolé. Je dois avoir des erreurs dans mes trucs. Alors, c'est juste pour mettre le doigt dessus, en fait. Quand vous dites ça, franchement, il y a forcément un souci. Un mètre cube d'argent massif, c'est juste énorme. Donc, forcément que ça pèse très lourd. Et ça pèse forcément plus lourd que quoi? Un mètre cube d'eau. Voilà. Donc, déjà, ça pèse plus d'une tonne. Un mètre cube d'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Donc, si vous trouvez quelque chose qui est en dessous de 1000 kg par mètre cube, c'est mal parti. Oui, d'accord? C'est forcément beaucoup plus dense que l'eau. Et ayez cette référence toujours en tête. Oui. Donc, évidemment que ça doit peser plus de, on a dit 1000 kg par mètre cube. Après, on va voir comment et pourquoi. Je vais peut-être vous filmer mon ardoise. Hop, alors, on va basculer sur l'écran de l'ardoise pour refaire le petit calcul. Alors, je vous ai même mis ce que c'était, comment on faisait un calcul de masse volumique, parce que c'est tellement classique. Alors là, j'avais noté les valeurs numériques, je vais les effacer. Donc, c'est pas ça. Après, pour avoir donc le calcul de la masse volumique, il faut prendre la masse de la maille et la diviser par le volume de la maille. Donc, la masse de la maille, il faut pour ça connaître le nombre, la population, le nombre d'atomes par maille. Donc ici, sur la cubique face centrée, il faut savoir parfaitement le retrouver. C'est pas la peine de les apprendre par cœur. Avec avec le dessin de la maille sous les yeux. Donc il y a 4 atomes par maille. Et puis il faut multiplier par la masse d'un atome d'argent. Donc il y en a 4. Le tout divisé par le volume de la maille, donc A au cube, puisqu'il s'agit d'un cube. Donc, une fois que vous avez écrit ça, vous allez me dire, ça, je ne sais pas ce que ça vaut, la masse d'un atome d'argent, mais dans l'énoncé, on vous donne la masse molaire. Donc, avec la masse molaire qu'on divise par le nombre d'Avogadro, on va avoir la masse d'un seul atome d'argent. Et on divise par le volume de la maille, A au cube, qui est donné.
puisque A, c'était 408,6 picomètres. Donc, après, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Et effectivement, si je reprends les résultats que vous m'avez proposés, Paul, ça doit faire 10,5, 10 puissance 3. Alors, pourquoi je le mets comme ça, 10,5 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Comme je vous l'ai dit, pensez à comparer avec l'eau, qui est à 1 10 puissance 3 kg par mètre cube. Et là, ça vous dit que la densité de l'argent, c'est 10,5, ce qui semble un peu plus cohérent par rapport à ce qu'on sait du métal et de sa densité par rapport à l'eau. D'accord? Donc, pensez toujours à comparer et éventuellement à vous faire une petite idée avec la densité. Bon, on ne vous demande pas la densité la plupart du temps, on vous demande la masse volumique. Mais voilà, si vous pensez densité, ça va vous aider à valider ou pas votre résultat. Il faut mettre les volumes en mètres cubes, c'est peut-être ça les difficultés. Donc les picomètres, c'est 10 puissance moins 12 mètres. Et puis il faut mettre éventuellement, parce qu'elle n'est jamais donnée en kilogrammes, la masse molaire, ici. Elle est en grammes par mol le plus souvent, donc habituellement, à transposer en kilogrammes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Oui. Oui, alors on va basculer on va continuer avec l'autre application. Hop. Est-ce que ça a été, c'est une vraie question, avec les petites vidéos, avec les animations en 3D, est-ce que vous avez réussi à les tourner, à y voir quelque chose? Oui, parce qu'il y avait plein de trucs, donc au final, ça va. Ouais, c'était peut-être. Vous avez écouté les vidéos aussi? Les petites vidéos du cours là de. Oui, ouais. Oui, Bon, enfin, j'entends deux, trois réponses, mais j'espère que pour l'ensemble, en tous les cas, voilà, c'est redondant, c'est plus complet, c'est trop complet les vidéos, mais bon, j'espère qu'au moins ça a pu vous permettre de visualiser un petit peu dans l'espace les sphères qu'on empile et ce qui en découle. Alors peut-être plus délicat à voir, parce que bon, l'empilement des sphères, ça va, c'est les sites interstitiels, mais encore une fois, dans les petites vidéos, c'était bien détaillé. Le site interstitiel tétraédrique, donc cette petite zone au centre du tétraèdre dans laquelle on peut aller ajouter un atome de petite taille. Et puis, donc, les sites octaédriques. Bon, alors, je vais plus vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, évidemment. Notamment parce qu'on va vous demander, voilà, de les compter, et puis éventuellement de trouver la taille. Donc, c'est important d'avoir bien compris comment on trouvait la taille du site octaédrique et du site tétraédrique. Et j'en viens à l'application sur l'alliage argent-cuivre. Alors là, c'est pareil, c'est assez immédiat, mais ça suppose quand même, éventuellement, si on démarre l'exercice ici, il faut dessiner la maille cubique face centrée. 2, il faut se souvenir de où sont les sites octaédriques et où sont les sites tétraédriques. Et puis ensuite, calculer leur taille de manière à pouvoir savoir si qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de l'argent. Si on veut mettre du cuivre dans de l'argent, si on peut aller insérer le cuivre. Donc, ça suppose de savoir refaire un petit peu tout ce qui a été proposé juste avant, et notamment les positionner, les sites. Et une fois que vous les avez positionnés, il faut savoir calculer la taille. Donc, ça, il faut encore une fois se souvenir de... alors, c'est facile, entre guillemets, c'est pas très compliqué sur un site octaédrique, une fois qu'on sait qu'il y en a un au centre du cube. Mais ça, encore une fois, ça fait partie des choses que vous devez avoir retenues. Eh bien, 2 fois le rayon du site octaédrique plus R, ça doit faire le côté de la maille cubique, ça doit faire A. Et une fois qu'on a écrit ça, mais ça suffit pas encore parce qu'il faut aussi connaître le lien entre petit r et A. Et donc, il faut ajouter qu'il y a, comme on l'avait déjà dit précédemment, tangence sur la diagonale du carré pour pouvoir retrouver le lien entre R et A. Et une fois qu'on a le lien entre R et A, eh bien, on a le lien entre RO et R. Donc, d'où le résultat qui est, pas que j'ai rappelé ici, mais qui est que le rayon du site octaédrique, c'est 0,414 fois le rayon de l'atome qui est présent dans le métal.
Donc là, si on applique bêtement les formules précédentes, ça va être vite vu, hein, mais disons que dans la démarche, il faut vous attendre à refaire complètement le calcul. Donc il faut bien maîtriser la structure de la maille, là où les atomes sont tangents et puis là où il reste encore un peu de place. Donc, une fois qu'on sait que ça fait 0,414 R, eh ben, c'est très facile. Il suffit de faire 0. Enfin, il faut calculer R, mais je l'ai rappelé ici parce qu'on l'a fait dans l'application précédente. Hein. Donc, il faut calculer R sans. Je me suis pas trompée, non? J'ai pas écrit une bêtise là, le 144,5, c'était ça tout à l'heure? Oui, vous me confirmez? J'ai l'impression que c'était pas c'est ce qu'on a trouvé. Oui, c'était ça. Bon, bah, c'est bien, j'ai bien recopié. Donc, 144,5 picomètres. Donc, ça donne quoi pour le RO et pour le RT? Pareil, on applique la formule qui a été établie juste au-dessus, tout en sachant que potentiellement, il faudrait qu'on le refasse. Pour le rayon du site octaédrique, qu'est-ce que vous avez trouvé? Allez, je vous attends. Personne? 59,8 picomètres. 59,8 picomètres, oui. Et pour l'autre? L'autre, il est plus petit. Donc, ça, il faut que vous voyez, j'ai mis en gras au-dessus. Hein. Les sites tétraédriques sont plus petits que les sites octaédriques. Donc, à la limite, si la question n'est pas complètement posée de cette manière-là, mais qu'on ne vous demande pas de calculer les rayons des sites tétraédriques, vous pouvez dire, de toute façon, déjà, ça ne va pas marcher avec les sites octaédriques, donc il y a de grandes chances que ça ne va jamais marcher avec les sites tétraédriques. Donc, on est à 58, qu'est-ce que vous m'avez dit? 59,8 picomètres pour le rayon du site octaédrique et pour le rayon du site tétraédrique. La formule, elle est établie juste avant, c'est 0,225 R. Et donc, 32,5. Voilà, ça fait 32,5 picomètres. Donc, conclusion, 128 picomètres pour le cuivre, c'est beaucoup trop gros. C'est supérieur au rayon des sites interstitiels. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller mettre des atomes de cuivre dans les interstices, on ne peut pas faire des alliages d'insertion avec du cuivre. Donc, on ne fait pas des alliages d'insertion, on fait ce qu'on appelle des alliages de substitution. C'est-à-dire que certains atomes d'argent sont remplacés par des atomes de cuivre qu'on met à la place. Mais il n'y a pas d'insertion dans des interstices. On appelle ça des alliages de substitution. Alors, il y a une structure particulière que j'ai oubliée, mais voilà, il y a des problèmes là-dessus. On peut vous proposer, mais on vous donnera la structure, évidemment, pour éventuellement faire des calculs de masse volumique avec un mélange de deux choses. Mais voilà, le principe est toujours le même pour la masse volumique. On a le volume de la maille, on calcule la masse de la maille, et puis ensuite, voilà, si certains atomes sont remplacés par d'autres, eh bien, on en tient compte. C'est pas tellement plus compliqué que ça. Sur sur les structures métalliques, il n'y a pas tellement de choses très exotiques à vous faire. Je répète, il faut que vous connaissiez la structure cubique face centrée et que vous sachiez ensuite faire un petit peu de géométrie dessus. C'est bon pour vous? Oui. Bon. Alors, on passe aux cristaux ioniques. Donc, pour les cristaux ioniques, ce que je vous propose, c'est quelques exemples qui sont ultra classiques, sur lesquels on va essayer là encore, de faire des petites applications très simples. Et donc, les structures qui sont ici proposées, c'est 3 structures ioniques, 3 cristaux ioniques. Alors, je reviens sur les cristaux ioniques. Les cristaux ioniques, c'est un cation et un anion dans le solide, hein, donc une charge positive et une charge négative, qui sont liées entre elles par une interaction électrostatique, donc une charge positive et une charge négative qui s'attirent. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus sur les cristaux ioniques? Donc, je vais vous décrire un certain nombre d'organisations particulières, hein, sur lesquelles on va essayer de regarder comment ça s'organise et pourquoi c'est stable. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que généralement, un cation qui a un défaut d'électron a un rayon plus faible que celui de l'anion, qui lui a un surplus d'électrons, si les deux éléments déjà à la base sont pas trop loin dans le tableau périodique. Donc le plus souvent, le rayon du cation est inférieur au rayon de l'anion. Alors voilà, c'est un constat,
c'est peut-être pas toujours, c'est pas une règle générale, hein, ça dépend des cations et des anions, mais dans les cristaux ioniques, en tous les cas, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Qu'un cristal ionique, comme n'importe quelle structure, est électriquement neutre, hein, donc vous avez autant de charges positives que de charges négatives. Donc au sein d'une maille, c'est important, quand on compte le nombre de charges positives et le nombre de charges négatives, on doit se retrouver avec quelque chose de neutre. Si vous comptez les cations, que vous comptez les anions dans une maille et qu'au final vous trouvez plus de l'un que de l'autre ou que les charges ça se neutralise pas, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai mis d'important aussi? J'ai mis que, alors pour assurer la cohésion de la structure, on va peut-être regarder une structure pour commencer et puis je vais vous l'illustrer. Par exemple, la structure de chlorure de césium. La voilà. Donc, ça va être pareil. Il va y avoir une maille cubique qu'on va essayer de décrire et puis certains éléments qui seront des cations, enfin certaines sphères qui seront des cations et d'autres qui seront des anions. Donc ça, par exemple, c'est la structure de chlorure de césium. Alors, avec, en l'occurrence, ici au centre, un ion césium et au sommet, les ions chlorure. Alors, on va voir qu'on peut la décrire de deux manières différentes. C'est pour ça que j'ai eu une petite hésitation et que je regardais ce qui était écrit au-dessus. Donc, ça, c'est là. Alors, on va voir comment on précise la description, mais l'idée, c'est que pour assurer la cohésion du cristal, et je reviens sur ce qui est à retenir au-dessus, ça ne tiendrait pas si... alors, il faut savoir que les anions, qui sont les petites boules noires, là, sont a priori plus volumineuses que le cation. Donc, le risque, c'est que les anions soient au contact avant que le cation, lui, ne soit en contact avec l'anion. Vous voyez, ils ne sont pas à la même distance, mais pour assurer la cohésion du cristal et pour que ça tienne, la condition de stabilité d'un cristal ionique, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le cation et l'anion doivent être en contact avant que deux ions de même charge ne le soient. Autrement dit, avant que les deux anions, qui sont plus volumineux, soient en contact l'un avec l'autre. Sinon, vous n'aurez pas de stabilité parce que les charges de même signe se repoussent alors que les charges de signe opposé s'attirent. Donc, il faut elles soient plus proches, hein, les cations et les anions soient plus proches l'un de l'autre que ne le sont anion et anion, l'un et l'autre. Donc voilà, ça va nous conditionner ensuite un petit calcul qu'on va faire tout à l'heure qui va décider de la stabilité de cette structure ou pas. Alors, le chlorure de césium existe, c'est sa façon de cristalliser, ça veut dire qu'il est stable. Mais ça veut dire que si on ne peut pas faire n'importe quoi avec les structures cristallines, on ne pourrait pas choisir d'autres ions n'importe comment en mettant un cation au centre et des anions ici sur les sommets. Eh bien, ça va dépendre des rayons respectifs parce qu'il se peut que pour certaines configurations, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que, par exemple, le chlorure de sodium n'a pas cette façon de cristalliser parce que il serait pas stable dans cette structure cristalline, ou en tous les cas, il est plus stable dans l'autre. Alors, je vais donc vous donner quelques éléments à calculer, peut-être. Je sais pas, je me demande si je vais pas mettre d'ailleurs carrément votre poly, puisque on va essayer de faire ça au fur et à mesure. C'est vraiment pas compliqué, donc je vais juste essayer de vous faire les petits calculs au fur et à mesure. Je réfléchis parce que comme c'est fait juste en dessous. Oui, bon. Alors, attendez, je vais regarder juste comment j'ai présenté les choses. Ouais, on va commencer par ce petit calcul justement de stabilité et de vérifier que, donc vous voyez, il y a un petit schéma qui a été fait là. Alors, je ne sais pas si on voit bien ce à quoi ça correspond. La dimension on va calculer justement le lien entre le rayon des anions, le rayon des cations et quelle est la condition à respecter pour que la structure soit stable. Alors déjà, trouver le lien entre le paramètre de maille et rayon du cation et rayon de l'anion. Alors je ne sais pas si tout le monde voit bien ce qu'est cette coupe ici,
j'ai représenté en coupe, c'est une coupe de la maille du dessus pour montrer un petit peu où vont se faire les contacts entre les sphères. Est-ce que vous voyez de quelle coupe il s'agit? Je vais peut-être essayer de vous mettre aussi la vue 3D. Comme ça, on verra peut-être plus clair en tournant la maille. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez de quelle coupe il s'agit là, et de ce que j'ai mis, j'ai voulu mettre en projection ou plutôt en coupe. J'ai fait une coupe de la vue compacte de la maille éclatée au-dessus. Je vais peut-être vous partager l'écran de la simulation. Donc, essayez de voir la vue 3D pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Je change de fenêtre et je vous partage ce que je vous ai mis en lien aussi. Alors, vous pouvez le faire, enfin, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le faire en même temps, mais ça va être peut-être un peu plus compliqué. Voilà, ça c'est sur la page cristallographie. Je vous ai mis des liens pour la structure, donc justement, chlorure de césium. J'ai mis un lien pour voir en 3D la structure cristalline. Donc vous avez ici en vert, vous voyez le... Attendez. C'est projeté ça? Ouais, vous voyez en vert l'animation. Alors je vais essayer de me la mettre sur un autre truc. Alors, attendez, je vais me décaler parce que moi je vois plus si éventuellement vous me posez des questions. Hop, sur l'écran. Alors, vous voyez l'animation. Si on tourne, donc ça c'est en vert. Alors c'est pas ça très logique, mais enfin, je vous ai dit que les anions étaient plus volumineux que les cations. Or là, les anions sont en vert, ils sont tout petits, et puis le cation est en violet, il est énorme. Alors au passage, il y a deux façons de décrire une structure de chlorure de césium, parce que là, je vous ai représenté plein, enfin c'est pas moi d'ailleurs, sont représentées plein de mailles, comme celle qui vous est proposée dans le polycopier. Vous voyez celle qui est proposée dans le polycopier, elle est là, juste dans le coin là. C'est ce qu'on appelle une maille primitive. D'ailleurs, on peut cliquer ici sur maille primitive. Hop, et on ne voit que voilà le cube présenté, la maille cubique. Ça s'appelle une maille cubique centrée. Donc le cation césium est au centre du cube et les ions chlorure sont au sommet du cube. Je reviens sur la précédente. C'est pas sûr que je puisse revenir d'ailleurs. Comment je vais faire? Voilà. On n'a plus. Ce qu'on peut voir surtout, ce que je voudrais vous montrer, c'est que la maille de chlorure de césium, il y a une autre façon de la décrire. Si vous pouvez mettre, on ne voit pas très bien. Vous pouvez mettre les ions césium au sommet du cube. Si vous vous décalez, vous voyez, d'une demi-diagonale de cube, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'animation. Si on se décale d'une demi-diagonale de cube, eh bien, on peut décrire la maille de chlorure de césium en mettant plutôt l'ion chlorure au centre et les 4 ions césium sur les sommets du cube. Il suffit juste si on se décale un petit peu dans la description, et après, on juxtapose ces mailles qui sont juste en fait un peu décalées, mais qui permettent ensuite d'accéder à la même, comment dire, au même remplissage de l'espace. Je ne sais pas si vous voyez bien, il faudra peut-être que vous le regardiez. Je trouve qu'on ne voit pas très bien sur les vues 3D là. Alors, je vais essayer de vous la remettre droite. Attendez, je vais réactualiser le truc. Vous voyez mieux sur la maille de départ. Hop. Voilà. Je pense qu'on voit un petit peu mieux là-dessus. Est-ce que vous voyez que on peut faire des cubes et mettre on va se mettre de face. Décidément, c'est moins bien qu'avec. Oh là là. Pas la tourner comme je voudrais.
pas la tourner comme je voudrais. Si je me mets de face, ici. Donc là, je suis de face quasiment, enfin presque. Voilà. Là, on est de face. Donc, vous avez, comme je vous l'ai dit, les chlorures au sommet du cube et puis le césium au centre du petit cube. Hein, puis bon, tout ça s'empile. Mais on pourrait aussi, vous voyez, si on se décale un peu, on pourrait aussi la décrire en mettant cette fois-ci les césiums sur les sommets d'un cube et l'ion chlorure au centre. Est-ce que c'est plus clair? Pour ça, il suffit de se décaler d'une demi-diagonale, hop, et on pourrait la décrire exactement de la même manière. Donc, il y a deux façons de la décrire. Soit on met les chlores au sommet du cube et le césium au centre, soit on met les césiums au sommet du cube et le chlore au centre. Bon, vous jouerez avec la structure pour peut-être mieux voir en 3D. J'avoue que la tournée, vous la tourneriez peut-être pas comme moi je la tourne. Donc, à voir. Maintenant, on en vient à la maille. Donc, on va garder ce qu'on a choisi nous, hein, savoir nous généralement, quand on fait une étude de cristaux ioniques, on met les anions sur les sommets et puis les cations plutôt à l'intérieur. Vous reverrez tout à l'heure ceci. Donc, on a choisi de mettre les anions, voilà, au sommet du cube. Donc là, on a découpé la maille multiple que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, il y a plein de mailles, plein de petits cubes les uns à côté des autres. Et là, on en isole un. Donc là, vous avez les ions chlorure en vert et les ions césium en violet. Donc l'idée, c'est de se demander déjà comment la structure peut-elle être stable. Alors pour qu'elle soit stable, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait contact ici entre le césium et le chlore, avant qu'il n'y ait contact entre le chlore et le chlore. Donc, ce que je vous ai dessiné, je vais essayer de la mettre comme il faut. Vous avez un plan en coupe. Voilà. Vous avez une coupe. Attendez, je vais la mettre au-dessus comme ça, vue du dessus. Bon, allez. On a une coupe sur le poli. Est-ce que vous voyez ce que c'est que ce plan de coupe qui est dessiné sur le poli? Dans lequel on voit 4 chlores et le césium, le tout dans le même plan. Hein. C'est un plan de coupe que vous avez sur le poli. Est-ce que vous voyez ce que c'est que ce plan de coupe qui est représenté sur le poli? On dit que, alors ça peut être une vue. Alors il faut savoir que c'est pas une, je répète, c'est pas une vue. Alors pour répondre peut-être à Eugène, je ne sais pas si vous êtes bien exprimé ou si effectivement il y a une confusion. Ce qui est important, c'est de dire c'est pas une vue du dessus, c'est un plan de coupe. Toutes les sphères sont effectivement dans le même plan quand je les ai dessinées les unes à côté des autres et que j'ai traduit qu'elles étaient tangentes. Donc, l'idée, alors pour répondre à Eugène, pour moi, c'est pas une vue du dessus au sens où, je ne sais pas si c'est le sens que vous entendez, mais en tous les cas, ça n'est pas une vue du dessus, ça n'est pas une vue parce que, là, si on avait une vue du dessus ou de côté, d'ailleurs, parce qu'après, on peut regarder de comme on veut, j'arrive pas à me mettre bien, voilà. On n'est pas en train de la regarder du dessus parce qu'on aurait des côtés qui vaudraient A, vous voyez? Si on regardait comme ça, on aurait A. Et c'est pas, il faut, pour traduire, pour trouver où les sphères sont tangentes, on ne peut pas faire une projection. C'est pas une projection, c'est une coupe. Donc c'est une coupe, on va couper ici, alors c'est peut-être ce que dit Paul, on coupe le cube en deux de travers, voilà, bon, après on va dire qu'on va couper, on coupe en deux le cube ici au niveau de la diagonale d'une face, et là on tranche en deux à cet endroit-là, et on regarde ce qui se passe dans cette tranche diagonale. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On fait une coupe ici. Je ne sais pas si vous voyez quand je montre avec ma souris. Là, clac, on tranche ici. Avec un couteau, je craque. Et dans ce plan, eh bien, on a représenté ce qui était voilà, une vue de ce plan de coupe. Donc, plan de coupe. J'insiste. Donc, finalement, ça fait un rectangle. Hein, si on représente les ions chlorure, ça va faire un rectangle avec un côté ici qui est le côté diagonal qui fait A racine de 2. C'est la diagonale du carré de côté A. Et puis, la hauteur du rectangle, si vous le voyez encore sur votre poli,
Oui, le cation, il est complètement coupé en deux. Puis les autres aussi, hein. Tout le monde est tranché en deux. Hein. On a tout coupé, on est sur le plan de coupe diagonale. Le cation, il est coupé et les 4 chlores sont coupés. Tout est coupé. Et donc, on se retrouve avec un rectangle de côté A racine de 2 et puis de hauteur, là, qu'on ne voit pas parce que je suis en train de couper, mais en vue de dessus, mais je coupe quand même. Eh bien, on a une hauteur qui fait A. D'accord ? J'arrive pas à vous la montrer de profil, mais vous voyez, hop, ça serait, si je reprends le même. Bon, ça tourne dans tous les sens. Bon, vous voyez, on le verrait comme ça, là, clac, clac, clac. Est-ce que c'est bon? Donc, maintenant, on écrit, vous pouvez reprendre si vous l'avez, ou je vais vous le remettre, j'espère que au moins ça a été un peu plus clair avec la vue 3D. Je vais vous remettre le poly. Hop. S'il veut changer de fenêtre, ou pas. Voilà, hop, je remets le poly. Donc, là, voilà notre vue, comme je l'ai dit, avec le... Donc là, on a tranché dans la diagonale. Hop, je remonte un petit peu au-dessus. Hop, on a tranché là. Toc, 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 toc. Donc, on a cation au centre, A racine de 2 et A. Le cation au centre. Est-ce que les couleurs sont les bonnes? Oui, c'est ça. J'avais mis les couleurs, vous voyez. Ah, ça, c'est le cation qui est clair. Et puis, les 4 sphères foncées qui sont les 4 chlores. Donc, pour que la structure soit stable, comme je vous l'ai dit, il faut que le cation et l'anion soient en contact avant que les 2 anions ne le soient. Donc là, vous devez avoir un contact, ce qui va vous donner un lien entre le rayon des cations, le rayon des anions et le paramètre de maille. Et par ailleurs, donc la première chose, quel est le lien entre le rayon du cation, le rayon de l'anion et le paramètre de maille? R plus R moins est égal à A racine carrée de 3 sur 2. Ouais, qu'est-ce qui a dit ça? J'ai pas reconnu la voix. Ah, c'est Eugène. Ouais, tout à fait. R plus. Alors, je vais écrire ça peut-être sur mon truc. Hein, c'est pénible. Oh, peut-être que je vais mettre mon poly sur mon ardoise pour qu'on voit en même temps. Hop. Donc, première chose, première étape, effectivement, se dire que hop là, voilà. Donc, R+, je vais refaire peut-être le petit dessin vite fait, là. Toc. Donc, sachant que là, vous avez le cation, que là, vous avez... Bon, je vais faire une vue... bon, ça, c'est pas tangent, mais c'est pas grave. Là, vous devez avoir... Donc là, le cation. Là, les 2 anions. Alors là, ce côté-là, il fait A racine de 2. L'autre côté, là, il fait A. Alors, ce qu'il faut savoir calculer, c'est la longueur de cette diagonale. Sachant que là, c'est A racine de 2 et que là, c'est A, qu'en fait, il s'agit de la diagonale du cube. Hein. Là, vous êtes en projection, vous êtes sur la on a fait la coupe, hein, mais là, ça, c'est la diagonale du cube, en fait. Ça fait A racine de 3. Donc, conclusion, 2R plus 2R moins, si on peut le voir comme ça, égale A racine de 3. Ou encore, R plus R moins, comme vous l'avez dit, égale A racine de 3 sur 2. Donc, c'est le contact au niveau de cette diagonale ici, qui, avec les 2 autres côtés, vous pouvez calculer. Il faut juste savoir appliquer Pythagore. Hein. Et une fois qu'on sait appliquer Pythagore, on est sauvé en cristallographie. Hein. Donc, déjà, les ions de signe contraire sont tangents selon une diagonale du cube, ce qui se traduit par, et là, vous pouvez compléter, 2R plus 2R moins égale A racine de 3. Alors, étant donné qu'on doit nous donner R plus et R moins, on peut calculer le paramètre de maille, c'est ce qui est proposé. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais vous allez me dire. Hein, le rayon du cation, c'est 169 picomètres. Le rayon de l'anion, c'est 181 picomètres, ce qui va nous permettre de calculer A. Alors, plutôt en retournant la formule dans l'autre sens. Hein, A égale donc 2R plus 2R moins sur racine de 3.
Ce qui nous fait, j'attends votre application. Ce qui fait 400. Voilà, 404,1 picomètres. Est-ce qu'il y avait du virgule 1 parce que les autres, non, on va s'arrêter à 404 parce que les autres sont donnés au picomètre près. Donc voilà, ça nous donne le paramètre de maille éventuellement si on avait les rayons des anions et des cations. Hein, voilà comment on peut déduire le paramètre de maille à partir de là. Ensuite, je continue sur le poli, je reprends, parce que les petits calculs à suivre vont peut-être être plus simples, je vous remets la suite du poli. Hop. Donc, hop, le petit calcul qu'on vient de faire avec la réponse. Alors, bon, là, je vais vous le présenter, tant pis, j'arrive pas à ne visualiser que le truc. Alors, maintenant, comme on l'a dit précédemment, et après, vous ferez tout seul pour les autres structures, la condition de stabilité, hein, c'est que les anions et les cations doivent être au contact avant que les anions ne le soient. Ce qui veut dire que les deux anions qui sont sur, ici, je reviens sur le dessin, les deux anions qui sont ici ne doivent pas être au contact. Autrement dit, R- plus R-, ça doit être plus petit que A. On voit bien, 2R- doit être inférieur à A pour que on puisse avoir un contact ici avant d'avoir un contact ici. Ça correspond au schéma du dessin, là, hein. C'est-à-dire que vous avez un contact sur la diagonale et pas de contact sur les côtés. Et ça donne une condition, en fait, si on écrit que par ailleurs 2R- doit être inférieur à A, donc on réinjecte dans l'égalité qui traduit la tangence des cations et des anions. On remplace la condition et le A par la condition 2R- plus petit que A. Donc ici, on transforme cette égalité-là en inégalité, hein, en injectant la condition précédente. J'espère que je l'ai fait dans le bon sens. Oui, c'est bon. Et donc, au final, cette inégalité, maintenant où j'ai fait disparaître le A, vous donne une relation entre les rayons des cations et des anions. C'est-à-dire que ce genre de structure n'est stable que si le rayon du cation sur le rayon de l'anion est supérieur ou égal à, alors il suffit de faire le petit, d'arranger un peu l'inégalité ici. Alors j'ai mis, excusez-moi, il y a un supérieur ou égal alors qu'au-dessus il y a un strictement inférieur. Alors après c'est juste du détail. On peut garder le strict, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un égal, mais disons qu'on doit avoir la tangence au niveau des cations et des anions avant d'avoir vraiment strictement la tangence des anions. Ici, vous mettez un strictement, ça ne changera pas fondamentalement les choses. Donc, ça se traduit par un rapport, donc si on calcule R plus sur R- et qu'on cherche à arranger les choses, on trouve que R plus sur R- doit être supérieur ou égal à racine de 3 moins 1, ce qui fait normalement 0,73. Donc autrement dit, et ça on va le retrouver normalement pour la structure de chlorure de césium, hein, la condition pour que ce soit stable, vérifiez-le, mais normalement ça marche, il faut que R plus sur R- soit supérieur à 0,73. Et si c'est le cas, ça veut dire que potentiellement quand vous avez un cation et un anion, que par exemple vous ne savez pas quelle est la structure cristalline d'une certaine d'un solide, et ben vous pouvez déjà en calculant ce rapport avoir une idée de ce qui potentiellement peut se passer. Si cette condition n'est pas vérifiée, on ne pourra pas avoir de cristallisation sous cette forme-là. Est-ce que c'est bon? Ça va ça? Vous m'arrêtez si ça va trop vite et si vous êtes perdu, vraiment parce que... Alors, je continue maintenant avec ce qu'on a calculé pour les autres structures métalliques, en particulier la coordinance, la compacité et puis la masse volumique. Voilà, les petits calculs classiques. Alors là, il y a juste deux, trois petites choses à compléter. Donc pour les cristaux ioniques, en fait, la coordinance, je rappelle que c'est le nombre de plus proches voisins, mais comme ils sont pas
Ils sont pas enfin, vous avez 2 espèces. En fait, on calcule 2 coordinances. On calcule la coordinance de l'anion et on calcule la coordinance du cation. Alors, quand vous avez des structures comme ça, CSCl, j'ai peut-être pas dit au départ combien il y avait de césium. Je vais peut-être passer un peu vite là-dessus. Combien il y a de césium et combien il y a de chlorure par maille? C'est là, mais j'en ai pas parlé tout à l'heure. Donc, le césium, c'est facile, il n'y en a qu'un. Donc, après, comme le césium est chargé plus et que le chlore est chargé moins, normalement, comme je vous l'ai annoncé, ce qu'on appelle l'entité, comment j'ai appelé ça un peu plus loin l'entité, ah zut, ça y est, le nom m'échappe. Bon, ça va me revenir. Mais comme c'est du CSCl, a priori, vous avez un césium pour un chlore. Ce qui n'est pas complètement clair dans ce qu'on voit ici. Mais en fait, si on calcule vraiment combien il y a de chlore en propre dans la maille, eh bien, il faut savoir qu'il y en a là, il apparaît 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chlorures, sauf que chaque ion chlorure est partagé par cette maille-là, la voisine qui est au même étage, l'autre voisine qui est devant et encore l'autre qui est devant ici. Ça fait déjà 4 mailles à cet étage-là, hein, si on regarde pour le chlore qui est là dans le coin, et puis 4 mailles à l'étage supérieur. Autrement dit, un chlore ici au sommet est partagé par 8 mailles. Donc, il y en a 8 et ça fait 8 fois 1/8. Conclusion, il y a un ion césium en propre, pas partagé, et 8 chlores fois 1/8 égale 1 chlore qui appartient en propre à la maille. Et heureusement, comme ça, elle est électriquement neutre. Vous avez 1 et 1 de chaque. Donc, on calcule ensuite, on va chercher les plus proches voisins, c'est ça la coordinance. Donc, pour le césium, vous le voyez bien, là, comme il est au centre, c'est facile. Le ion césium, sa coordinance, ses plus proches voisins sont des chlores, hein, puisque c'est ce qu'on a dit précédemment, il faut qu'ils soient au contact des ions de signes opposés. Donc, ses plus proches voisins, c'est des chlores, et il y en a 8. Donc, la coordinance du césium, c'est 8. Alors après, si on peut, on va faire aussi la coordinance du chlore, mais la coordinance du chlore, alors ce qui est gênant dans cette description, c'est que là, on ne voit plus les mailles voisines, donc on ne voit pas surtout les voisins césium qui seraient à côté. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était qu'une façon de décrire la maille de chlorure de césium, c'était de se décaler d'une demi-diagonale de cube et qu'en fait, on avait la même configuration pour le chlore. On pourrait très bien dire que c'est du chlore au centre et des césiums sur, excusez-moi, les sommets. Et donc, au final, si on calcule la coordinance du chlore, on va trouver 8 aussi. Ou alors, vous reprenez peut-être, si vous voulez mieux voir la simulation tout à l'heure, de la vue 3D qu'on pouvait manipuler de tout à l'heure, hein, et puis calculer aussi, regarder les plus proches voisins. Hop. On aura une vue avec... Non, ça n'a pas marché. Je vais trouver. Voilà. Alors, pas cette vue-là, mais la vue précédente. Où on voyait, voilà, où on voyait plein de... On peut regarder cette fois-ci le nombre de voisins césium pour un chlore. Donc, il faut orienter assez bien la maille comme on peut. Sinon. Oh là là, bon, bref. Si vous ne voyez pas bien, je vous conseille. L'idée, c'est d'aller prendre un chlore un peu au centre, là, puis de regarder combien il a de voisins césium. Il en a 8 aussi. Il est entouré par 8 césiums qui lui sont tangents aussi. Voilà, donc coordinance 8 pour le chlore et 8 pour le césium, pareil. Je reviens sur le poly. Je vous suggère de jouer un peu avec, franchement, les simulations, là, n'hésitez pas, vous faites des petites notes dans la marge, tiens, allez jouer un petit peu avec. Donc, coordinance 8 et 8. 8 pour l'un, 8 pour l'autre.
Alors, la compacité, ça se calcule comme je vous ai annoncé ça. Alors, non, la compacité, on en a déjà parlé ou pas? Ah Oui. si, ça c'était dans les petits calculs, je suis pas revenue dessus, mais c'est les petits calculs qui ont été faits aussi dans le cadre des cristaux métalliques. La compacité, c'est quel est le volume, le rapport du volume vraiment occupé sur le volume de la maille, ce qui dit s'il y a encore beaucoup de place et si on peut éventuellement aller insérer encore d'autres choses dans les interstices. Hein. Donc, vous aviez vu notamment que les structures compactes métalliques avec que des atomes de même taille, c'est 74%, si mes souvenirs sont bons. Donc là, calculer la compacité du chlorure de césium, c'est pareil, on va aller calculer le volume vraiment occupé par les anions et les cations, on va faire le rapport sur le volume de la maille. Donc, sachant que vous avez un chlorure, un césium, donc un cation, un anion, on calcule le volume de la sphère formée par l'anion, le volume de la sphère du cation, qui est unique, hein, il y en a un et un. Donc là, il faudrait multiplier par la population, mais là, il y en a un de chaque. Et on divise par le volume de la maille. Donc le volume de la maille, c'est A au cube. A, on l'a déjà calculé précédemment, 404 picomètres. R+, et R-, ils sont donnés au début du paragraphe. Ça vaut 169 picomètres pour R+, et 181 picomètres pour R-. On a tout ce qu'il faut pour faire le rapport et on trouve une compacité de 68,3%. Donc c'est un peu plus faible que sont données, données D-O-N-E. Alors là, ça s'arrange. Hein. D-O, 2-N et S. Hein. Donc voilà, et tout ça est moins compact qu'un cristal métallique. Bon, après, ça, c'est pas comparable, hein, mais c'est juste pour dire qu'on peut faire des calculs de compacité aussi pour ce genre de structure. Et puis, la masse volumique, même calcul que jusqu'à présent. Vous avez la masse molaire qui vous est fournie. On vous donnera la masse du césium et la masse du chlore, hein, ce qui vous permettra de calculer la masse molaire du chlorure de césium. Pour calculer la masse volumique, on calcule la masse d'une entité, sachant qu'il y a un CSCl par maille, il y a un chlore et un césium. Donc, il y a un CSCl. Si vous avez la masse molaire de CSCl, vous pouvez avoir la masse d'une entité. C'est ça, j'ai retrouvé le mot. On appelle ça une entité formulaire, c'est-à-dire un CSCl. Donc, l'entité formulaire toute seule va peser 168,4 grammes divisé par le nombre d'Avogadro. Et puis ensuite, vous divisez. Donc, comme il y a un CSCl par maille, ça va vous donner le volume de la maille, la masse de la maille. Ça y est, je vais y arriver. La masse de la maille à diviser par A au cube, le volume de la maille, et vous allez obtenir la masse volumique. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça en grammes par centimètre cube, histoire d'embrouiller tout le monde. Je sais pas. Bon, j'avais ça, j'ai recopié bêtement ce que j'avais remis sur mon petit calcul, mais 4,24 grammes par centimètre cube pour la masse volumique du chlorure de césium. Donc, ce qui est important, c'est pas la valeur, c'est la façon de le retrouver. Donc, un chlorure de césium par maille, donc il nous faut la masse d'une seule entité formulaire à diviser par le volume de la maille. Voilà, donc si vous mettez, là j'ai laissé des grammes, ce qu'il faut faire c'est transformer, donc là c'est des centimètres cubes. Si vous voulez avoir des grammes par centimètre cube, vous mettez A en centimètres, sachant qu'elle est en picomètres. Donc après on passe en centimètres et on a, vous vérifierez que c'est bien ça. Sachant que l'eau, hein, c'est 1 gramme par centimètre. Ah là, ouais, non, on va pas montrer la réponse. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Application. Application, le chlorure de thallium. Donc là, je vous laisse faire un petit peu l'application. D'ailleurs, je vais enlever les réponses. Là. Pourquoi c'est affiché? Je ne sais pas. Je vous laisse réfléchir à l'application 3. Vous faites ça comme des grands. Donc, compacité du cristal. Sachant que là, c'est marqué type ClCS, CsCl, c'est pareil. Hein. Donc, le chlorure de thallium, c'est comme le chlorure de césium, finalement.
Mais donc là, vous avez la masse volumique du chlorure de thallium. Par contre, le problème est posé un petit peu à l'envers. Et cette fois-ci, on vous demande la compacité du cristal. Allez, je vous laisse réfléchir. Vous mettez quand vous avez fini, que vous avez calculé la compacité du cristal. À la limite, quand vous avez fini, vous me donnez votre valeur. Donc 0, je sais pas quoi, pas forcément plus petit que 1. Sachant que vous avez le droit d'utiliser les résultats précédents, de retourner un petit peu les choses dans l'autre sens, puisque les données ne sont pas les mêmes. On ne vous donne pas le paramètre de maille, par exemple. Donc il va falloir aller le retrouver. On vous donne pour le coup des choses plus macroscopiques. Alors il y a le rayon du chlorure. Enfin, c'est un ensemble de données incomplètes avec lesquelles vous devez aller rechercher une autre caractéristique, à savoir la compacité. Alors c'est pareil qu'en fait, à partir du moment où vous êtes dit comme le chlorure de césium, vous avez, c'est exactement la même chose. Vous mettez un thallium à la place du césium, donc c'est pareil que précédemment. Donc vous avez le droit de réutiliser ce qu'on a déjà précisé avant, c'est-à-dire qu'il y a un chlorure de thallium par maille, un ion thallium et un ion chlorure qui appartient en propre à la maille. Donc ça, c'est oui. En fait, on a le droit d'utiliser, si vous avez le poly, j'ai juste caché la fin, là, vous me voyez montrer, on a le droit d'utiliser ça, par exemple. Enfin, ça, la masse volumique, et l'adapter, c'est la masse molaire du chlorure de thallium divisé par le nombre d'Avogadro fois A au cube, ce qui fait que cette donnée-là va nous permettre d'accéder à la valeur de A. Parce qu'on en a besoin pour calculer la compacité. Vous voyez, il faut diviser par A au cube. Même A au cube, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de... Donc là, vous allez, à partir de la masse volumique, en déduire la valeur de A. Puis après, petit à petit, comme ça, autrement, il nous faut, alors, vous avez R, on a A, déjà c'est pas mal. Il nous faut, pour la compacité, calcul précédent, un élément de chaque, donc tout va bien, un cation, un anion, on a le droit de reprendre cette formule-là, donc il nous manque le R-, on l'a, il nous manque le R+. Il nous manque le R+, alors 0,22, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, c'est quoi? Oula, il y a plein de trucs qui sortent là. C'est quoi le 152 picomètres? Ça, c'est le rayon de R+. Ouais, Victor, ok. Alors, je suis d'accord sur le R+ égale 152 picomètres. Ça me va. Voilà. Alors, donc Thomas, 0,22, c'est trop petit. Antoine, 0,696, ça me paraît mieux, effectivement. Alors, déjà, on va calculer A. Vous voyez, A, calculer le... Est-ce que vous avez A, tout le monde?
la valeur de A, la valeur de R. L'application numérique, je vais peut-être réécrire sur... Je vais au moins vous montrer quelle formule il faut aller sortir pour trouver... Donc A, j'ai déjà dit, hein, A, c'est celle-là, celle qui fait intervenir la masse volumique. Est-ce que quelqu'un a A comme résultat intermédiaire? Comme ça, on sera tous au point. A égale. Alors, 385 picomètres, tout à fait. Alors, je sais pas après en termes de... On va peut-être garder 4. Ouais, non, parce que le R-, il a 3 chiffres significatifs. Donc, on est bon comme ça. 385 picomètres, ça me va, tout à fait. Donc, à partir de cette expression ici, la masse volumique du chlorure de thallium, ce sera la masse molaire que divise le nombre d'Avogadro que divise A au cube. On déduit A au cube à partir de là. 385 picomètres, ça c'est bien. Ensuite, pour avoir la valeur annoncée par Victor, à savoir R+, sachant qu'on a R- ici, 181 picomètres, et que R+, hop là, 2R+, plus 2R-, c'est la structure chlorure de césium, donc on reprend les résultats précédents. 2R+, plus 2R- égale racine de 3 fois A. À partir de là, on vient de calculer A, on connaît R-, on en déduit R+. Normalement, on tombe sur 152 picomètres, comme annoncé précédemment. Donc, tiens, je vais vous montrer au fur et à mesure. Car, oh là là, j'ai tapé rapidement, hein, car il y a une entité formulaire pareil. Donc A, j'ai mis trop de chiffres parce qu'après, on a besoin de R+ avec 3 chiffres significatifs pour être cohérent avec R-. Donc R+ 152 picomètres. Et puis je vous montre le dernier calcul, mais il n'y a plus rien à faire. Hein. La compacité, avec la formule qui était écrite juste au-dessus. 4 tiers de pi R- au cube, 4 tiers de pi R+ cube, le tout divisé par le volume de la maille. Et on a, ouais, alors 80, je sais pas trop, j'ai 95, j'ai pas osé dire que c'était pas bon tout à l'heure avec le 0,696, mais il me semble que je suis plutôt avec ça. Bon, on va pas chipoter. Ça dépend peut-être de comment vous gardez le A ici, si vous laissez... si vous faites les arrondis et qu'après vous calculez, ou si vous le laissez tel quel, et que vous arrondissez au dernier moment. C'est toujours pareil. Hein. Vaut mieux laisser dans la calculatrice au départ, et puis ensuite aller faire l'arrondi au dernier moment, et les résultats intermédiaires, garder les valeurs qui sont dans la calculatrice. Donc ça doit venir certainement de là. C'est bon pour ça, l'application 3. Encore ultra classique, il faut, mais ça suppose alors ça, c'est pas des structures que vous devez connaître par cœur, même si vous devez a priori les avoir déjà manipulées. Là, on fait des exercices en même temps que le cours. C'est pas vraiment si vous regardez le programme, il n'y a pas de structures qui sont explicitement au programme, ce qui était le cas avant. Sur les solides ioniques, on vous donne la façon dont ça s'organise, puis une fois étant donné la structure cristalline, par exemple cubique centrée comme c'était indiqué ici, on fait des petits calculs à suivre. Allez, on continue pour pas trop traîner avec le chlorure de sodium maintenant. Donc un autre exemple, encore une fois, le but du jeu c'est de faire un petit exercice là-dessus et de s'habituer à faire des calculs étant donné la structure au départ, puisque celle-ci n'est pas à connaître par cœur. Donc, une structure de chlorure de sodium, ça ne s'organise pas comme du chlorure de césium. Maintenant, c'est du chlorure de sodium. Alors, une façon de décrire, donc vous avez un dessin là, et la question c'est comment vous décririez cette structure alors, avec en blanc les ions chlorure, en plus gros, et puis les ions Na+, qui sont en noir. Donc, comment vous décririez ça? Alors, je ne sais pas si tout le monde la voit, mais on peut y voir une structure cubique
face centrée pour les ions chlorure. Vous voyez, ils sont sur le sommet du cube, les sommets du cube et au centre des faces. Cubique à face centrée. Oui, je dis une bêtise. Je dis cubique centré. Donc celle-ci est cubique à face centrée. Ah ben non, c'était une réponse, Clara, ben vous avez raison. Cubique à face centrée. Le temps entre l'écrit et ce que je viens de dire, je ne comprenais plus. Donc c'est une structure cubique à face centrée pour les ions chlorure. Et puis pour les ions sodium, eh bien, ils sont, vous voyez, au milieu des arêtes et au centre du cube. Et ça, on avait vu quand on avait décrit les cristaux métalliques que c'est l'emplacement des sites octaédriques. Donc plutôt que de dire oui, c'est cubique face centrée, puis les autres sont au milieu des arêtes et au centre, on dit que c'est une structure cubique face centrée pour les ions chlorure et que les ions sodium occupent les sites octaédriques de la structure cubique face centrée. C'est une autre façon de décrire les choses. Mais on pourrait aussi voir, si on se décale, alors je vais vous montrer l'animation, et on va peut-être essayer de raisonner après sur l'animation. François, vous vouliez écrire un truc, j'attends au passage. Alors, ça, c'était chlorure de césium, je vais changer. Et normalement, sur chlorure de sodium, vous avez aussi, hop, ici. Ah, j'ai partagé la fenêtre, ça partage plus la bonne fenêtre, non? Vous avez toujours le chlorure de césium, vous? Non, c'est bon. NaCl. Vous avez NaCl, bon, bah, tout va Oui. bien alors. Avec, donc, alors les couleurs, si, bah, les chlores, ouais, bah, alors elle est, voilà. Donc, on va la voir de façon un peu. Donc, les chlores sont toujours en vert, je sais pas si elle est bizarre. Donc, on peut aussi la voir comme, je vous ai dit, qu'est-ce que j'ai dit moi? J'ai dit les ions chlorure au sommet du cube. Donc, dessiner un cube en mettant les ions chlorure au sommet. Mais on peut aussi se décaler d'une demi-arête de cube, d'un demi-côté, et puis mettre les ions sodium au sommet du cube, et auquel cas, maintenant, les ions chlorure sont dans les sites, comment dire, dans les sites octaédriques. Est-ce qu'on pourrait décrire avec une cubique simple? Ouais, mais alors dans ces cas-là, faut dire, on peut encore réduire effectivement la taille, parce que c'est pas la taille. Attendez, je vais mettre peut-être déjà en plus petit. Voilà, c'est pas l'unique façon. En fait, comme c'est une maille, c'est ce qu'on appelle une maille multiple, parce qu'on va voir qu'il y a plus d'ions sodium et d'ions chlorure qu'un seul. Il y a aussi une façon plus élémentaire de la décrire en faisant plus petit encore. Mais dans ces cas-là, il faut dire qu'il y a un sommet sur deux. Bon, il y a plusieurs façons effectivement de décrire. L'idée, c'est que quand on vous a donné la description, il faut que vous soyez capable de la dessiner en les plaçant au bon endroit. Après, il y a toujours moyen de donner des descriptions plus ou moins grandes. En fait, là, c'est ce qu'on appelle des mailles multiples. Mais comme on est habitué sur des mailles cubiques face centrée, que cette structure-là, on la maîtrise, c'est pour ça qu'on la réinvestit ici, qu'on décrit le sodium de cette manière-là. Mais effectivement, on pourrait découper en un petit cube plus petit, là, et puis se dire, on met un sodium sur un sommet, et puis un sur l'autre, et voilà, une fois sur deux. Ça pourrait être aussi une façon de la décrire. Voilà, cubique simple avec une alternance. Oui, tout à fait. Mais oui, sachez qu'on utilise pas mal les structures cubiques face centrée, notamment parce que il faut avoir une vision un peu plus, surtout pour les coordinances et tout ça. Plus la maille est volumineuse, plus vous allez voir les voisins, mais en même temps, moins vous allez, plus il va y avoir d'ions par maille, mais mieux vous verrez les voisins. Non, ça serait cubique, parce que c'est des cubes que vous... après, oui, alors si on met deux cubes, vous allez me dire, ça fait plus un cube, ça fait un... Non, on est plutôt sur... parce que comme je vous ai dit, dans les réseaux de Bravais, on a délimité un certain nombre de parallélépipèdes. Là, certes, on pourrait l'utiliser un espèce de cube double, ça serait un parallélépipède rectangle, mais le fait est qu'on pourrait aussi, à partir du moment où on peut utiliser le cube, on l'utilise. Je ne sais pas si je suis très claire.
Enfin, j'avais l'impression que comme les rayons sont différents, ça faisait pas un cube si on en Ah non, prenait non, non, que ça 4, fait un mais du cube. coup, Ah oui, ça ok. reste un cube. Oui, oui. Oui, oui, ça va. Bah, les rayons sont différents, mais en fait, vous avez toujours la même alternance. Si vous faites un tout petit cube, il aura toujours la même arête, hein, parce que vous aurez tangence toujours même pareil, hein, entre un cation et un anion, donc ça sera toujours la même longueur de côté, hein, même Ok, si c'est ouais. plus petit. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais si on regarde un tout petit cube là d'arête moitié, il a toujours, ça reste un petit cube. Ok, Ça ouais. reste un cube. Hein. C'est plus clair, Chloé, ou c'est pas ça votre question? Oui, si. Alors, donc là, je crois que la description est inversée par rapport à celle du cours, c'est-à-dire qu'ils ont mis les anions, comme je vous l'ai dit, on peut choisir l'une ou l'autre ou se décaler d'une demi-arête. Donc là, ce qui a été choisi pour mettre en évidence la structure, c'est de mettre les cations sur les sommets et puis mettre l'anion au milieu de l'arête. Moi, j'ai choisi plutôt de laisser les anions sur les sommets et de mettre les cations au milieu des arêtes. Donc, c'est exactement la même chose. Et ce qu'on va faire après, mais je vais reprendre le poli, sera exactement complètement identique. Donc, je remets le poli pour qu'on fasse les petits calculs. On va peut-être aller un peu plus vite. Hein, c'est assez redondant. On fait un peu toujours la même chose. Hein. Donc, voilà, on va s'appuyer sur cette figure. Les anions au sommet, les cations au milieu des arêtes, donc qui occupent les sites octaédriques. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, bah ça, c'est voilà ce que j'ai déjà dit. On vous donne les du cation et de l'anion hein, au départ. Le chlorure, ça n'a pas changé. Et le sodium, c'est 97 picomètres. On va donner le lien entre les rayons, pareil que tout à l'heure. Alors déjà, combien il y en a? Excusez-moi, je suis encore allée trop vite, je n'ai pas compté là. C'est là qu'il faut que je compte. C'est à cet endroit-là qu'il faut compter le nombre d'entités formulaires par maille, c'est-à-dire le nombre de NaCl par maille. Donc a priori, si ça s'appelle NaCl, il y a autant de Na+ que de Cl-. Donc il faut compter, et on a déjà compté, c'est pour ça qu'on peut se réinvestir les résultats déjà établis. On a déjà compté combien il y avait d'atomes dans une structure cubique face centrée. Donc ça, c'est les ions Cl-, combien il y en a. Et puis les sites octaédriques, combien il y en a. On a déjà fait tout ça. Donc on avait montré que dans une cubique face centrée, il y a 8 sphères ici, donc 8 chlorures au niveau des sommets qui appartiennent pour 1/8 à la maille, puisque sont partagées par 8 autres mailles. Et puis, il y a les milieux des faces. Les milieux des faces qui sont partagés par 2 mailles. Donc, il n'y a qu'une demi-sphère à chaque fois quand elle est au milieu de la face. Donc, ça fait 8 fois 1/8 plus 6 fois 1/2, ce qui fait 4 chlorures dans la maille. Et puis après, pour les ions Na+, bah, c'est le nombre de sites octaédriques qu'on avait déjà compté. Là aussi, il y en a 4. Il y en a un en propre au centre de la maille ici, donc il y a un Na+ qui n'est pas partagé. Et puis après, il y a au milieu des arêtes, il y a 12 arêtes, donc il y a 12 Na+ qui sont partagés par 4 mailles, puisque une arête est partagée par 4 mailles. Donc ça fait 12 fois, j'en étais où là? 1 plus 12 fois 1/4, ce qui fait 1 plus 3 égale 4. 4 Na+, et 4 cation chlorure dans cette maille. Donc, c'est effectivement pas une maille simple. Il n'y a pas 1, il y en a 4 de chaque. Par contre, il y en a autant. Et heureusement, parce que comme ça, c'est neutre. Donc, allez, je viens maintenant au calcul, on va aller plus vite, au calcul du paramètre de maille. Donc, une fois qu'il faut se demander, pour que la structure soit stable, je reviens sur la vue 3D, eh bien, où doit se faire le contact et où il ne doit pas se faire. Donc ici, vous devez avoir contact entre les cations et les anions avant qu'il n'y ait contact entre les anions avec les anions. Vous voyez, entre les voisins anions là, qui sont sur la diagonale, ceux-là, là, sur la diagonale du carré, en haut, je ne sais pas si vous voyez avec la souris, eh bien ceux-là, ils ne doivent pas se toucher, alors que les autres, là, cations au centre et les deux anions sur les côtés, eux, ils ont le droit d'être en contact. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dû faire une coupe
C'est quoi cette coupe que j'ai faite là? A sur racine de 2. C'est en plan horizontal. Alors, ouais, c'est donc la coupe qui est là, effectivement. C'est quoi cette coupe ici qui est représentée par rapport à hop, la maille en 3D? C'est quand on coupe ici. Alors, on peut couper de plusieurs manières, mais je ne sais pas si c'est clair. Ici, j'ai coupé là, hop, au milieu là, clac. Et je n'ai représenté que ces 4 chlores, là, et puis le Na+ au centre. Donc on tranche au milieu. Alors évidemment, on en coupe d'autres au passage, hein, mais les Na+ qui sont là sur les arêtes, je ne les ai pas représentés. J'ai représenté les 4 pour montrer la tangence. Hein, j'ai représenté les 4 ions chlorure ici au centre des 4 faces et l'ion Na+ ici au centre du cube. Donc on tranche le cube, clac, au milieu là, à l'horizontale, et on obtient, après on retourne un petit peu, et on obtient, donc là c'est un peu réorienté, sachant que les chlorures, hein, ils sont, oh là là, compliqué de voir les deux en même temps, je suis désolée, sachant que les chlorures, ils sont distants de A racine de 2 sur 2, en fait, A sur racine de 2 ici, et que là, vous avez le côté A sur la diagonale. Enfin, sur la diagonale. Ici, c'est pas la diagonale, mais après, ça se traduit sur mon carré par la diagonale. Donc, on a tranché au milieu, à l'horizontale, on a coupé en plein milieu du cube à l'horizontale. Donc, résultat des courses, la condition de stabilité, c'est de dire qu'il y a un contact au niveau ici du cation et des anions. Donc là, je rappelle que ce qui fait la diagonale de... Peut-être dû le dessiner autrement. D'ailleurs, il n'est pas complètement carré, mon truc là. C'est censé être un carré. Alors, j'ai fait un dessin avec un logiciel de dessin sans vraiment respecter le fait que ici, c'est un carré. De côté A racine de 2 sur 2 ou A sur racine de 2. Mon dessin n'est pas super bien fait, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est pas carré, parce que en particulier parce que les diagonales sont pas tout à fait perpendiculaires. Mon dessin n'est pas super bien fait. Donc là, c'est un carré. Et la diagonale, elle a pour côté A, c'est ce qui permet d'aller d'une face à l'autre. Là, vous avez le milieu d'une face, là, vous avez le milieu de l'autre face, et là, vous avez les deux autres faces. Donc là, on va d'une face à l'autre, en passant par le centre du cube, et là, c'est pareil, on va d'une face à l'autre en passant par le centre du cube. Donc, une fois qu'on a bien reproduit, hein, donc là, c'est A sur racine de 2, et là aussi, c'est A sur racine de 2, tous les côtés sont identiques, c'est un carré, et donc, on écrit qu'il y a tangence au niveau de la diagonale qui vaut A, diagonale là, elle a un côté qui vaut A. Donc, on a 2R plus 2R- égale A. Avec la valeur de R plus et R- qui est indiquée au-dessus, ça fait 556 picomètres. Donc, par ailleurs, ça, c'est voilà, la tangence. Hein, il faut qu'il y ait contact au niveau de ces cations et de ces anions. Mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait de contact entre deux anions qui sont plus volumineux. Donc, c'est plus contraignant sur les anions que sur les cations. C'est pour ça qu'on écrit la condition de non-contact sur les anions plutôt que sur les cations, parce que c'est les plus gros. Donc, il ne faut pas que là, ça se touche. Ça veut dire qu'il faut que 2R- soit inférieur à A sur racine de 2, le côté du carré ici, qui correspond à la demi-diagonale du carré. Enfin, au côté dont on a parlé tout à l'heure. C'est ça. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que 2R- doit être plus petit que A sur racine de 2. Et donc, on en déduit en injectant ça dans la condition d'égalité, là, dans l'égalité précédente, on en déduit un lien entre R plus et R-. Alors, c'est strict aussi, oui. Alors, franchement, alors là, je suppose que j'ai bricolé, là. Mais bon, après, c'est peu importe. L'égalité, comme je vous l'ai dit en physique, elle n'a pas de sens. Donc, c'est strict. C'est strict si vous préférez. Pour qu'il n'y ait pas vraiment de condition de contact, qu'il n'y ait pas de contact, vous allez mettre un strict et ce sera plus joli. Ça vous dira que R plus sur R- doit être strictement supérieur à racine de 2 moins 1. Après, vraiment, ça dépend comment vous faire la phrase. Ça ne change rien.
Donc là, ça donne une condition pour qu'on puisse observer une structure de type NaCl. Eh bien, il faut que le rapport du cation et de l'anion soit pas n'importe comment. Il doit être forcément supérieur à 0,41, sinon c'est pas possible qu'il y ait stabilité de la structure. Ça ne veut pas dire que si c'est vérifié, ça sera forcément cette façon de cristalliser, mais en tous les cas, si ça ne l'est pas, c'est pas possible. Parce que ça serait pas stable. Plus comme ça qu'il faut le voir, comme une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante pour qu'on puisse observer cette structure cristalline. Est-ce que c'est bon ça? Je ne sais pas ce que j'ai mis après. Donc après, je passe un peu plus vite parce que c'est encore pareil, coordinance, nombre de plus proches voisins et compacité. Donc nombre de plus proches voisins, il faut se redessiner la maille et se demander Na+, où sont ses plus proches voisins? Ce sont des ions chlorure. Et ici, si on prend le Na+, quand vous devez calculer une coordinance, vous prenez celui qui est au centre de la maille, comme ça vous voyez au mieux ce qui lui arrive. Celui qui est au centre de la maille, il a 6 voisins chlorure au plus près. Et puis si vous faites pareil pour les chlorures, l'idée c'est que comme pour le chlorure de césium, on peut décrire la maille en intervertissant les rôles des cations et des anions, bah, ça va faire pareil pour le chlore. Le chlore a 6 voisins sodium au plus près. Donc la coordinance pour le chlore est la même. 6 aussi. Donc la compacité, j'ai refait le petit calcul. Simplement là, la différence, vous voyez, par rapport au calcul précédent, c'est que pour calculer la compacité, il faut faire intervenir la population. C'est-à-dire qu'il y en a 4 anions et 4 cations. Pour avoir la compacité, il faut bien penser à multiplier le volume de chaque sphère par 4, la population. Et donc là, on a une compacité de 67%. Après, je vous ai mis d'autres exemples de structures du même genre. Et voilà, on va pas s'étaler. On va terminer avec la blinde ZNS parce qu'elle est un peu plus particulière, notamment dans la description. Mais après, voilà, on est toujours sur le même genre de mise en place de calcul, à savoir combien il y en a, où se fait la tangence, et puis ensuite éventuellement un petit calcul de masse volumique. Là, on va terminer avec une petite application sur la blinde. Alors, je vais vous laisser faire aussi. Donc ici, la blinde, c'est un dernier exemple. Ça faisait des exemples classiques qu'on peut éventuellement aborder. Donc la blinde, c'est ZNS. Zn, c'est Zn de plus et du soufre, S de moins. Alors, si on doit la décrire, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais en 3D, c'est un peu différent de ce qu'on a vu précédemment, sauf quand même on retrouve encore la structure cubique face centrée. Alors, encore une fois, les soufres, les anions sont ici en plus gros, et puis les cations sont en noir. Donc la blinde, si vous regardez bien, pour les anions, vous retrouvez une structure cubique face centrée. Par contre, pour les cations, Zn de plus, alors je ne sais pas si on voit bien, et comme on ne voit pas spécialement bien, je vais peut-être vous remettre l'animation. Je ne sais pas si ça sera mieux, mais ça a le mérite d'exister. Hop. Alors, vous allez me dire si on la voit apparaître. Je vais changer. Vous voyez la blinde ou pas, là? Oui. Oui. Alors, donc là, c'est encore une fois des mailles multiples. Vous voyez que c'est assez, contrairement à ce qu'on peut voir sur la maille que j'ai extraite, ça n'a pas l'air symétrique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a plus de chlore que de zinc. En fait, si vous la voyez en plus grande quantité, c'est assez symétrique. De toute façon, c'est ZNS. Donc, a priori, il y a autant de zinc que de soufre. Je vous la montre en version réduite. Voilà, où là, on a zoomé sur, comme celle que je vous ai montrée précédemment. Le soufre est en jaune et le zinc est en gris. Donc, en fait, le soufre est sur une cubique face centrée. Ça, c'est bon. Par contre, les ions Zn de plus, ils sont, vous voyez, au milieu des petits sous-cubes, là. Comme si on avait découpé
le cube ici en petit sous-cube d'arête moitié, hein, d'arête A sur 2, et ils sont au centre de petits sous-cubes, mais pas partout. Une fois sur deux. Là, vous voyez, c'est sur le petit sous-cube de devant, le petit sous-cube de derrière, il y a rien. Le petit sous-cube à côté ici, il y a rien. Par contre, il y a un Zn de plus dans le petit sous-cube qui est derrière. Donc, on dit que le zinc occupe finalement les centres des petits sous-cubes, c'était les sites tétraédriques. Donc, on peut décrire ça comme ça. On dit que le chlore cristallise dans une structure cubique face centrée et que le zinc s'installe dans la moitié des sites tétraédriques. Seulement 1 sur 2. C'est toujours intercalé. Un plein, un vide. Hein. C'est pas n'importe comment. Hein. C'est un site tétraédrique sur 2, mais avec une alternance qui est régulière. Donc, après, toujours les mêmes questions. Je prends, peut-être qu'on va regarder en visuel en jouant avec la vue 3D. Il va falloir aller chercher les conditions de stabilité de cette structure. Alors, je ne sais pas si on va bien voir là-dessus. Vous avez une vue 3D. J'espère qu'on va pouvoir jouer un petit peu avec, en continuant à y voir un peu clair. Donc, l'idée, c'est que vous ne devez pas avoir de contact entre les anions. Donc là, les deux soufres qui sont ici ne doivent pas se toucher. Et en revanche, là, vous devez avoir un contact entre le cation qui est au centre du petit sous-cube et l'anion qui est au sommet du petit sous-cube. Donc là, vous devez avoir contact, par contre, pas là, entre les deux soufres à soufre. Alors, ce que j'ai représenté dans votre poly, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux pour ceux qui l'auraient imprimé, et puis les autres, on va le reprojeter. Je vous ai fait une coupe, pareil, pour qu'on voit un petit peu là où c'est tangent et là où c'est pas tangent. Et j'ai fait une coupe sur le poly, là, dans la diagonale, ici. Comme un peu au début sur le chlorure de césium, j'ai tranché le cube en deux et j'ai fait un plan de coupe ici en passant par la diagonale de la face supérieure et la diagonale de la face. Avec un couteau, on a coupé là au milieu. Ce qui fait que j'ai coupé en fait ça là. J'ai coupé au passage 2 soufres et le zinc. Et c'est ça qu'on va regarder en plan, puisque ça c'est dans le même plan, les 3 qui sont là. C'est ça qui va être représenté. Alors après, ce qui est à côté, je n'ai pas représenté. En dessous, il n'y avait rien. Mais on va regarder juste ce qui se passe dans cette zone-là pour traduire le fait que là, le rayon de Zn de plus le rayon du chlore, ça doit faire une certaine longueur. C'est quoi cette longueur-là? Par rapport au paramètre de maille. Le paramètre de maille, c'est le côté A, là, la longueur du côté du grand cube. Et c'est quoi cette petite longueur qui est en fait la diagonale du petit sous-cube? A racine... ah non, je sais pas. Si. A. Alors, il y a du A, ça c'est sûr. Ensuite, c'est... Alors, vous vous souvenez, la diagonale du cube en entier, c'est A... A racine de 2. Racine de 3. A racine de 2 sur 2. Alors, non, attention. C'est la diagonale du petit sous-cube. Donc, le petit sous-cube, il a un côté qui fait A sur 2. Donc, c'est la demi-diagonale du petit sous-cube. Ça fait donc la diagonale du petit sous-cube, ça ferait A sur 2 racine de 3. Et la demi-diagonale du petit sous-cube, ça fait A racine de 3 sur 4. Voilà ce qu'avait dit Antoine et Paul. Donc, A racine de 3 sur 4, c'est cette diagonale du petit sous-cube, là. Et donc là, vous devez avoir R plus R- qui doivent se toucher. Hein. C'est le calcul qu'on fait pour trouver le rayon des sites tétraédriques. On vient de dire que Zn de plus était dans un site tétraédrique. Donc là, on écrit qu'il y a tangence. Je vais revenir sur le poly. C'était juste pour vous montrer. Donc là, c'est A racine de 3 sur 4. Et là, on a la demi-diagonale du carré, donc qui vaut A racine de 2. Et là, ça fait A racine de 2 sur 2. Je reviens sur le poly avec ces indications qui sont précisées. Hop, sur la coupe. Donc sur le poly et la coupe,
hop, on retrouve donc la diagonale, la demi-diagonale du petit sous-cube et le A racine de 2 sur 2, la demi-diagonale du carré de la face supérieure. Alors on retrouve ici, j'ai représenté, c'est la coupe du petit sous-cube. Elle est là, tac. Le petit sous-cube, il a une arête, une hauteur d'arête qui vaut A sur 2. Hop. Et j'ai tranché le petit sous-cube dans le sens de sa diagonale, comme j'ai tranché dans la diagonale du grand cube. Et donc, pour en revenir à ça, eh bien, vous devez avoir tangence entre R++ plus R- qui vaut la demi-diagonale du petit sous-cube. Autrement dit, R++ plus R- qui vaut A racine de 3 sur 4, ce qu'on avait dit tout à l'heure, ce qui me permet donc de calculer petit a. Et puis, ensuite, donc connaissant R+ et R- qui vous sont donnés au-dessus, et qui valent 74 picomètres pour R+, et 184 picomètres pour R-, c'est juste au-dessus, voilà. Ils sont là, R+ et R-. Et sachant que R++ plus R- doit faire la demi-diagonale du petit sous-cube, on en déduit la valeur de A, 596 picomètres. Bon, j'espère que ça ne va pas trop vite. Le problème, c'est la vision 3D qu'on a plus de mal à avoir, évidemment, comme ça, avec juste des simulations. Et donc, si on dit par ailleurs que les deux anions ne doivent pas se toucher, comme on l'a dit précédemment, sur la demi-diagonale du carré, je reviens ici, hop, sur le schéma peut-être 3D. Ici, les anions, ils ne doivent pas se toucher. Donc, on a 2R- qui doit être inférieur à A racine de 2 sur 2. Et si on réinjecte ça dans l'égalité ici, si on traduit, si on ajoute le fait que 2R- est plus petit que A racine de 2 sur 2, donc on remplace le A qui est ici, on en déduit une condition sur le rayon des cations et le rayon des anions, qui est que R+ sur R- doit être supérieur ou égal à racine de 3 sur 2 moins 1, ce qui fait 0,22. Donc là, c'est une nouvelle condition pour pouvoir avoir une structure cristalline de type blinde. Au passage, j'ai oublié de dire que dans une structure de type blinde comme celle-ci, ZNS, je reviens sur le schéma 3D, on avait donc 4 ions soufre, S2-, là, les anions au sommet et au centre des faces, ça en fait 4, puisque c'est une structure cubique face centrée, il y en a 4 par maille. Puis si on compte les Zn de plus, il y en a 4 aussi, puisqu'ils sont dans la moitié des sites tétraédriques. Donc il y en avait 8, là il n'y en a plus que 4 dans la maille, des Zn de plus. Et comme ils ne sont pas partagés, il y en a bien 4 de chaque, 4 de Zn de plus et 4 de S2-, ce qui fait bien une entité formulaire ZNS. Il y en a autant de l'un et de l'autre, mais par contre il y en a 4 à chaque fois dans la maille. J'espère que ça ne va pas trop vite, je ne voudrais pas trop traîner, donc c'est pour ça que j'accélère un peu. Donc il y en a 4. Il y a la condition sur les rayons des cations et le rayon des anions ici. Il faut calculer fait et l'application numérique. On peut de la même manière, ça je vous laisse vérifier, calculer la coordinance, chercher combien chaque anion S2- a de voisins, combien chaque cation a de voisins. Alors c'est facile pour les cations, comme ils sont au milieu des sites tétraédriques, ils ont 4 voisins anions. Tétraèdres, ils ont 4 voisins. Et puis c'est pareil, on peut toujours se décaler d'une demi-diagonale de petits sous-cubes et inverser les rôles des anions et des cations. Vous allez retrouver la même façon de décrire les choses. On peut inverser et dire que ce sont plutôt les zincs qui sont au milieu des faces et au sommet du cube,
et puis mettre les chlores, pas les chlores, les soufres dans la moitié des sites tétraédriques. Alors là, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas écrite, j'ai repris encore une fois le calcul de la compacité. La même que pour, toujours la même formule, on calcule le volume total des sphères et on divise par le volume de la maille, sachant qu'il y a ici 4 Zn de plus et 4 S de moins, il faut mettre 4 ici et calculer à chaque fois le volume de l'anion et le volume du cation. Fait 0,53 pour cet exemple particulier. Bon, après, ça, voilà, ça fait un peu succession d'exemples. J'espère que... Hop là, stop. Allez, je vous laisse terminer avec ça et on en aura bientôt fini de toute façon avec ce cours. Après, on va aller plus vite. Ou à la limite, ce que je vous laisse faire, je vous laisse, on la corrigera demain, je vous laisse essayer de faire l'application 4. Je vous donnerai les réponses demain avec les applications numériques. C'est pas très compliqué, hein, ça utilise encore une fois ce qu'on a vu précédemment. Je pense que c'est toujours un peu le même principe. Il va falloir calculer. Alors non, c'est pas la même question parce que là, il faut calculer le nombre de sulfure de cadmium. Alors, déterminer le nombre d'unités, alors d'unités ou d'entités formulaires, nombre de CDS par maille, sachant que, alors évidemment, on a vu que pour la blinde, il y en avait 4. Comme on vous dit, c'est comme la blinde, normalement, on doit trouver 4, mais l'idée, c'est de ne pas se dire que c'est comme la blinde, donc ça fait 4. C'est plutôt d'essayer de le retrouver avec la masse volumique qui est fournie et le paramètre de maille. Ça, ce sont des caractéristiques complètement mesurables. Hein. On peut mesurer le paramètre de maille justement par des mesures de diffraction et on peut mesurer la masse volumique aussi. Donc ça, c'est des caractéristiques, on va dire, entre guillemets, accessibles que l'on peut obtenir. Et à partir de ces caractéristiques, l'idée, c'est combien il y a de CDS par maille cubique à partir de la donnée de ces valeurs-là. Et ensuite, vous en déduirez la compacité du système. Mais voilà, c'est de prendre le problème à l'envers et de se dire, tiens, j'ai la masse volumique, est-ce que je ne peux pas revenir au nombre d'entités ou d'unités formulaires, ou combien il y a de CD de plus et combien il y a de S de moins, finalement, dans une maille. Sachant que, voilà, on a calculé le paramètre de maille. Alors, je remonte. C'est ça le haut de la page. Est-ce que vous voulez plus haut ou pas? C'est le haut de la feuille, de la page qui correspond, mais sinon je peux remonter encore d'un cran. Donc je vous laisse faire l'application et puis pour terminer, pas trop déborder là. Je voudrais juste vous terminer avec d'autres types de cristaux parce que là ça commence à bien faire sur les cristaux ioniques. Voilà, ça vous donne des petits exemples de petits calculs et d'applications. Il y a pas mal de questions de cristallographie, mais qui sont toujours, quel que soit le problème au concours, qui sont toujours extrêmement simples. C'est des petits calculs comme on vient de le faire là, dans un contexte d'un problème de chimie où voilà, on s'intéresse à un élément en particulier et on va vous demander d'étudier la structure cristalline. Ça sera toujours extrêmement restreint comme question et ça fait généralement référence à des petites questions comme je l'ai indiqué ici, c'est pour vous donner des exemples. Alors, on va faire vite fait, hop, on passe vite fait l'application. Et on en vient au dernier type de cristaux. Donc, rassurez-vous, on ne va pas faire beaucoup de calculs. On va juste s'intéresser à quelques cristaux covalents et à des cristaux qu'on appelle moléculaires. Donc, alors, un cristal covalent, je vous ai décrit au tout début du chapitre, hein, c'est lorsque ce qui change par rapport à ce qu'on a vu précédemment. On a vu les cristaux métalliques où la liaison qui réunit tout le monde, c'est une liaison métallique. Les cristaux ioniques, la liaison qui assure la cohésion du cristal, c'est une interaction électrostatique. Et un cristal covalent, eh bien, c'est des liaisons covalentes. Donc là,
vous avez l'exemple. Alors, ça peut être vu comme une macromolécule, en fait. C'est une énorme molécule, puisque vous avez des liaisons covalentes entre les atomes. Donc ça, c'est par exemple un cristal. Alors c'est une maille, c'est isolé, hein, une maille cubique qui correspond à du carbone diamant. Alors, évidemment, il y a des voisines. Hein. Lui là, le carbone qui est dans le coin là, qui est au sommet ici, il est relié. Hein. Il est relié aux autres, mais par l'intermédiaire de liaisons covalentes qui sont dans la maille voisine. On ne voit pas, mais sinon. Vous avez entre chaque, vous avez un atome de carbone. Le carbone est tétravalent, il engage 4 liaisons covalentes avec ses voisins. Donc chaque carbone, à chaque fois, c'est pas représenté parce que quand c'est dans la maille voisine, on n'a pas représenté les liaisons. Mais chaque carbone engage 4 liaisons avec 4 voisins carbone. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un cristal macro-covalent ou un cristal covalent. Donc le paramètre de maille, c'est toujours pareil, c'est A. Et comment décrire cette structure ? Eh bien, ça ressemble à la structure, c'est exactement la même chose que la blinde, c'est-à-dire que vous avez des carbones, sauf que c'est du carbone et que du carbone, mais vous avez du carbone qui est cristallise en cubique face centrée, comme on pourrait le voir ici, on pourrait se dessiner une cubique face centrée. Par contre, il y en a plus, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont ici, au milieu des petits sous-cubes. Et c'est donc comme pour la blinde, mais avec que du carbone et des liaisons covalentes, mais sur le positionnement des atomes, on dit que le carbone occupe une structure cubique face centrée avec l'occupation de la moitié des sites tétraédriques. Hein. Un site T, c'est un site tétraédrique. Je ne sais pas si j'avais déjà utilisé cette abréviation précédemment, mais c'est des atomes de carbone et d'autres atomes de carbone dans la moitié des sites tétraédriques. Pareil, c'est un site tétraédrique sur 2 avec évidemment une régularité hein, et pas n'importe comment, un site sur 2. Voilà, alors, autre description, c'est comme la blinde, c'est ce que j'ai dit, comme la blinde, mais avec que du carbone à la place de Zn et de S. Donc, si on reprend ce qu'on avait déjà dit précédemment, il y a 4 carbones dans les sites tétraédriques plus 4 carbones dans la maille cubique face centrée, ce qui fait 8 atomes de carbone par maille. Et ça, c'est donc, alors c'est du cristal covalent parce que la liaison est covalente. Donc là, pour la casser, faut y aller. Hein. C'est pour ça que je vous avais montré température de fusion en particulier pour les cristaux covalents, c'est extrêmement dur. Et puis les températures de fusion sont extrêmement élevées parce que les liaisons sont très très fortes. Bon, nombre d'atomes par maille. Pourquoi je demande de la calculer alors que je l'ai écrit juste au-dessus? Bon. Donc le nombre d'atomes par maille, c'est 8. La compacité, eh ben, on va faire pareil, on va calculer le volume. Bon, peut-être que je vais faire pareil que pour l'autre application, je vais vous laisser faire ça, sachant que, étant donné la structure, vous pouvez tout faire, hein, vous savez comment c'est disposé, donc après, il n'y a plus qu'à appliquer les relations précédentes avec cette disposition et avec cette occupation dans la maille. Donc, je vous laisserai éventuellement réfléchir à l'application 5 et à faire la petite application rapidement chez vous, pas trop déborder ici. Voilà, donc a priori, le nombre d'atomes par maille, j'ai déjà calculé au-dessus, je ne peux pas vous les redemander. Mais par contre, compacité, volume, vous avez vous avez le rayon de l'atome du carbone et vous avez le paramètre de maille. Donc, vous savez calculer à partir de compacité, c'est facile. Hein. Je vais refaire ici, tiens. Allez, je vous donne la réponse parce que ça va aller plus vite. La compacité, donc vous avez tout ce qu'il faut pour calculer le rayon, le volume d'une sphère de carbone. Hein. Donc 4 tiers de pi r au cube avec R égale 77 picomètres. Il y en a 8 puisqu'il y a 8 atomes par maille, donc ça va faire 8 fois ça pour avoir le volume de toutes les sphères, le volume réellement occupé, divisé par le volume de la maille, et la maille elle vous est là avec son paramètre de maille 356 picomètres, ce qui fait 0,34 ou 34% d'occupation. Bon, toujours pareil, je termine finalement. La masse volumique, puisqu'elle est demandée ici, où est-ce que c'est? La compacité, la masse volumique. Donc la masse volumique, il faut calculer la masse de la maille, sachant que vous avez, c'est du carbone, hein, donc c'est
la masse molaire du carbone, 12 grammes par mol, que divise le nombre d'Avogadro et vous avez la masse d'un atome de carbone. Vous multipliez par 8 parce qu'il y en a 8 dans la maille, vous divisez par le volume de la maille et vous avez la masse volumique du carbone diamant, 3,6 10 puissance 3 kg par mètre cube, à comparer au 1 10 puissance 3 kg par mètre cube, toujours pareil, se référer à celle de l'eau pour comparer et être sûr qu'on ne s'est pas trompé dans son calcul. Donc c'est bien plus dense que l'eau. Voilà pour le carbone diamant. Et je termine rapidement. On avait déjà parlé du carbone graphite. Carbone graphite, il fait partie des cristaux covalents, mais en fait, le carbone n'est pas, donc c'est une autre variété dite allotropique du carbone, mais cette fois-ci, il n'engage pas 4 liaisons covalentes avec ses voisins, il n'engage que 3 liaisons covalentes avec ses voisins, et il a un électron de conduction. Donc le carbone graphite, il n'a pas du tout le même aspect que le carbone diamant, même si il engage des liaisons covalentes quand même, mais pas que. Et il a une structure en feuillet, donc dans un plan, vous avez des liaisons covalentes, et par contre, d'un plan à l'autre, vous avez une liaison métallique parce que vous avez un électron de conduction qui se balade, et là, vous avez une cohésion qui est assurée par une liaison métallique. Et voilà, ça n'a pas du tout les mêmes propriétés mécaniques, puisque ce ne sont pas les mêmes liaisons entre les différents carbones de la structure. Et je termine avec les cristaux moléculaires, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Donc un cristal moléculaire, c'est quand l'entité est cette fois-ci une molécule. Donc comme exemple de cristal moléculaire, on peut prendre la glace avec la molécule d'eau, qui est l'entité élémentaire. Le motif c'est la molécule d'eau, et c'est elle qu'on va positionner. Et alors une façon de décrire la glace, c'est comme le diamant, comme le carbone diamant, mais à la place de mettre du carbone, on met des molécules d'eau. Et on met des molécules d'eau à chaque fois que vous avez ici, alors je ne sais pas si on voit très bien, mais ici à gauche, une structure cubique face centrée. À chaque fois que vous avez un rond rouge, en fait, c'est une molécule d'eau. On n'a pas représenté c'est l'oxygène, on n'a pas représenté les 2 hydrogènes qui se baladent avec, mais c'est une molécule d'eau à chaque fois que vous avez ici une entité de représentée. Alors ici, elle a été représentée, elle a été plus ou moins détaillée. Donc vous avez, comme pour le carbone diamant, la molécule d'eau au centre sur une cubique face centrée et la moitié des sites tétraédriques occupés aussi par une molécule d'eau. Sauf que les liaisons entre les molécules d'eau ne sont pas des liaisons covalentes. La liaison covalente, elle est entre l'oxygène et l'hydrogène, mais entre d'une molécule d'eau à une autre molécule d'eau, vous avez quand même une liaison. Qu'est-ce qu'on appelle une liaison de type Van der Waals? C'est parce que les molécules d'eau sont polarisées, qu'elles ont plutôt des pôles positifs, des pôles négatifs. Ça crée ce qu'on appelle une interaction de Van der Waals. Et c'est ça qui va... Ça s'appelle aussi la liaison hydrogène. C'est comme ça que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et c'est la liaison hydrogène entre l'hydrogène d'une molécule et l'oxygène d'une autre molécule qui va assurer la cohésion du cristal. Alors, il faut savoir que la molécule d'eau, ce qui a été représenté ici à côté, c'est un zoom sur le petit sous-cube de la structure de gauche. Donc, vous avez la molécule d'eau ici au centre, c'est le centre du site tétraédrique, et puis les 4 autres qui font le tétraèdre, qui sont en fait sur les sommets du petit sous-cube. Pas sur tous les sommets, évidemment, mais voilà, qui forment le tétraèdre. Je ne sais pas si on voit bien. En fait, ça, c'est un petit sous-cube de la maille cubique face centrée qui est dessiné à côté. Et donc, ce qui remplace le carbone, comme j'ai dit, c'est la molécule d'eau, mais voilà, elles sont orientées, les molécules d'eau, pas n'importe comment, pour que les hydrogènes de la molécule viennent en direction des oxygènes qui sont des autres molécules qui sont, elles, au sommet du tétraèdre. Donc, voilà, vous avez la disposition ici et les liaisons hydrogènes qui sont en pointillés bleus ici, qui font la cohésion du cristal. Voilà un exemple de cristal moléculaire, la glace. Alors, je crois que c'est explicitement, je ne sais plus comment c'est. Lisez bien au début l'en-tête les objectifs du chapitre, parce que dès qu'il est dit que vous devez connaître une structure, faut la connaître. Par contre, si c'est pas dit, c'est pas dit. Je regarde sur les cristaux covalents.
Non, alors il n'y a pas d'exemple particulier. Bon, c'est l'exemple classique qu'on donne systématiquement, mais il n'est pas spécialement à connaître. Disons qu'on vous le rappellerait. Bon, si vous le savez, c'est aussi bien, mais c'est pas forcément à retenir. C'est toujours la même chose. Vous aurez remarqué, ça fait 3 structures qu'on décrit qui sont toujours cubiques face centrée avec occupation de la moitié des sites tétraédriques. Mais voilà, ça c'est de la glace. Tout à l'heure c'était du carbone diamant. Puis avant c'était de la blinde. Mais voilà, la disposition dans la structure cubique est un peu la même. Mais par contre, les liaisons inter-entités sont pas les mêmes parce que les entités sont pas les mêmes. Et donc vous n'avez pas les mêmes propriétés physiques du cristal. Voilà, allez, j'arrête là-dessus. C'est la fin d'ailleurs. Hop, j'arrête là-dessus sur les cristaux. J'espère que c'était pas trop indigeste. En tous les cas, je vous conseille de jouer un petit peu avec les simulations en 3 dimensions là pour vous aider à voir un petit peu dans l'espace pour ceux qui auraient du mal à se représenter ici les vues 3D qui ne bougent pas. Voilà, et puis il faut surtout savoir refaire les petites applications, puis maîtriser la structure cubique face centrée. Après, ça restera toujours des petits calculs assez élémentaires, quel que soit le problème de chimie auquel vous serez confronté. Voilà, avez-vous des questions ? Non, il n'y a pas de questions ? Non, je pense que c'était clair. Alors, je vous laisse juste terminer une des 2 applications. C'est laquelle, mais celle sur, je sais pas d'ailleurs. C'est la 4. Ouais, c'était la 4. Voilà, l'application 4, et on corrigera ça demain. Alors, pour demain, j'avoue que là, je suis un peu à flux tendu. Donc, demain, on fera donc, il nous reste 2 chapitres. En fait, il en reste 2 et demi. J'ai mis quelques éléments déjà en ligne. Demain, on verra. Donc, demain, mardi, qu'est-ce qu'on fait d'habitude ? Oui, demain, mardi, on fait. Donc, normalement, je vous propose une séance de 2 heures, de cours. C'est-à-dire que vous allez avoir un travail à faire chez vous, à écouter un cours. Et puis, ensuite, on se retrouvera pour les séances de questions. Je vous avais déjà dit de préparer. On va corriger les exercices. Enfin, un exercice et puis évoquer ensemble et reparler, mais si vous avez regardé un petit peu, ça sera mieux, la résolution de problèmes. Il y a pas mal de choses à faire demain, en fait. Il y a ça, il y a les exercices, et puis j'aimerais bien commencer un autre chapitre qui s'appelle Classification périodique des éléments et électronégativité. Voilà, alors c'est un chapitre où il n'y a pas grand-chose à savoir faire, même s'il est quand même assez... en gros, en termes de technique et de technicité, il y a vraiment pas grand-chose. C'est savoir retrouver une configuration électronique. Après, d'où vient une configuration électronique, c'est peut-être pas complètement évident. Donc c'est pour ça que le chapitre est pas complètement ridicule. Il fait quand même une dizaine de pages. Et surtout, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous lisiez, je l'ai mis en ligne, le chapitre de mécanique quantique. Alors, le chapitre de mécanique quantique, il est actuellement en ligne. C'est, comment ça s'appelle juste approche de la mécanique quantique. Donc, en MPSI, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est très, très, très descriptif. Donc, comme c'est essentiellement descriptif, j'avoue que je vous ai fourni le poly complété, comme les années passées, et que vous allez le lire. Et ce qui m'intéresse surtout pour le chapitre suivant, c'est toute la partie sur les fonctions d'onde. Alors, c'est pas du tout évident, et alors la mécanique quantique, c'est loin d'être évident. Simplement, ce que vous avez à savoir faire en MPSI, c'est ridicule. Donc, il y a 3 fois rien, il y a juste avoir compris ce qu'était une fonction d'onde, et puis ensuite, grâce au cours aussi sur les ondes, c'est pour ça que j'aime bien, ce parallèle est pas mal aussi, quand on va parler des fonctions d'onde, vous verrez dans le poly, on parle aussi on fait des analogies avec la corde vibrante, avec les modes propres et avec les fonctions propres. Et ça, c'est pas du tout évident. Par contre, en termes de technicité de calcul, c'est exactement ce qu'on a fait avec les modes propres. Donc, vous allez surtout vous concentrer sur cette partie-là. Tout le reste, évidemment, ça fait partie de la culture générale et c'est aussi des choses que vous avez déjà
dont vous avez déjà entendu parler, je pense, dans le secondaire. Donc, vous le lisez pour votre culture personnelle. Après, ça fait partie des choses que vous devez connaître et qu'au fil des années, vous avez certainement, dont on vous a déjà parlé. Mais voilà, moi, j'aimerais qu'on se concentre sur la fonction d'onde pour pouvoir ensuite commencer le chapitre sur la classification périodique des éléments. Donc, je vais vous faire un petit enregistrement que je n'ai pas encore fait, que je vais faire ce soir. Donc, j'espère que vous pourrez le travailler demain. Une fois que vous avez compris à peu près ce qu'était la fonction d'onde, vous allez comprendre ce que sont des orbitales atomiques, et puis ensuite on va apprendre à répartir les électrons autour du noyau. Et ce chapitre sur la classification périodique, c'est essentiellement comment sont répartis les électrons autour du noyau, dans quelles orbitales atomiques sont-ils, et ensuite comment ça se traduit sur le tableau périodique. Ce tableau périodique, il n'est pas construit n'importe comment, il est construit en lien avec ces orbitales atomiques. Alors, c'est un gros pavé, Victor, oui, c'est un gros pavé. Après, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à savoir dessus. Par contre, il y a un peu de lecture, oui. Donc, j'hésite, mais en même temps... ou alors, ce qu'on fait... ce que je veux, c'est absolument finir... Ça m'embête parce que si je fais juste le chapitre, j'hésite beaucoup à faire... à lire pour demain. Donc, ce qu'on va faire différemment, ce que j'avais prévu, de vous faire lire le chapitre de mécanique quantique, de vous faire les exercices, puis de faire le chapitre de classification périodique des éléments. Donc, on va faire différemment. Vous allez évidemment préparer les exercices, réfléchir. Donc, il y a un exercice à faire et réfléchir un petit peu à la résolution de problèmes qu'on fera ensemble. Et lire le chapitre de mécanique quantique. Surtout, ce qui est fonction d'onde. Voilà. Et jeudi, je vous prépare le chapitre sur la classification périodique, vite fait, bien fait. Ok ? Fait pas pour demain, on le fera jeudi. Il nous restera molécules et solvants qu'on va faire vite fait vendredi, et puis on en aura terminé. Ça vous va comme ça ? Parce que je me rends compte que ça fait beaucoup trop pour demain et que c'est trop indigeste. Le chapitre de mécanique quantique, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à savoir dessus. Par contre, il n'y a pas de vidéo. Vous le lisez tranquillement, vous analysez. Il y a beaucoup de descriptions, donc je vais pas le lire devant vous. Hein. Il est complété parce qu'on avait prévu, ça fait plusieurs années, c'est un chapitre qu'on avait écrit en commun avec mes collègues de MPSI. Donc, il est complété. Mais par contre, je vous demande peut-être de vous concentrer davantage sur tout ce qui est fonction d'onde. Éventuellement, je répondrai à vos questions là-dessus pour qu'ensuite on puisse enchaîner sur le chapitre tableau périodique et que ce soit peut-être plus limpide pour vous. Voilà, on s'arrêtera à ça et je vous ferai l'enregistrement pour jeudi du chapitre sur la classification périodique et pour vendredi un autre petit enregistrement. Enfin, on se voit en direct ou je sais pas, je ferai peut-être un petit truc sur le chapitre, le dernier chapitre, molécules et solvants. Finir en beauté avec de la chimie. Voilà. Avez-vous des questions? S'il n'y a plus de questions, on s'arrête là. J'ai un peu débordé. Tout va bien pour vous? Donc vous avez déjà tout en ligne, je crois que j'avais déjà commencé à remplir les directives pour demain. Et on se retrouve demain, comme je vous l'ai annoncé, à 15h30. Hein, j'ai remis en ligne, mais pour les exercices et puis les petites questions sur le poly de mécanique quantique. Donc on fait la lecture Elisa, on fait pendant les deux, on prépare ces exercices, bon, ça voilà, et puis on lit le chapitre de mécanique quantique et on essaye, notamment sur la fin, fonction d'onde, et puis vous avez un petit exemple sur la résolution de l'équation de Schrödinger dans le cas d'un puits de potentiel infini. Vous essayez de regarder ça, essayez de comprendre ça, de faire les analogies avec la corde vibrante. Enfin voilà, ça reste assez simple, assez élémentaire, mais c'est des premiers petits calculs sur la résolution de l'équation de Schrödinger qui est l'élément central de la mécanique quantique et autour duquel on va peut-être rediscuter un petit peu après quand on parlera des orbitales atomiques. Voilà. Et on se retrouve à 15h30. On s'arrête là? D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.
Bonne soirée. Bonne soirée, Alima. Bonne À soirée, demain. à demain. Bonne soirée. Bonne soirée.